Mali, c'est la même chose. Tu avais dit, tu es Ouada, là, et l'église, là. Il veut dire, tu dois. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Nos invités sont déjà en plateau. Je vais commencer par présenter Pacheto Agossou, bonsoir. François Xavier, bonsoir. Philosophe politique et enseignant de philosophie. Julio Tometti, juriste, analyste politique et dirigeant du cabinet juriste et associé. Mohamed Yamidi, analyste politique et expert en communication digitale et éditoriale, ou éditoriale et digitale, c'est dans le bon ordre. Ou ça ne vous pose pas de problème? Non. Bonsoir. Non. Bonsoir. Apparemment, ça ne lui pose pas de problème. Bon. Nous allons évoluer, nous allons commencer, nous allons débuter ces échanges par cette nouvelle disposition de l'OADA qui stipule qu'à partir du 1er janvier 2024, les églises, les mosquées et les organisations non gouvernementales seront quelque peu obligées de tenir une comptabilité. Julio, tu vas peut-être commencer par Julio Tometti. Qu'est-ce que ça recouvre, cette nouvelle disposition? Qu'est-ce qui en était avant et qu'est-ce qui change concrètement par rapport à cette décision-là? Ce qui en était, pour ce que je sais, il n'y avait pas en fait une comptabilité, pour ne pas dire formelle, ou une comptabilité qui a donné lieu à une certaine régulation. Donc les organisations ou ce qu'on a appelé les entités à but non lucratif, comme les associations, les projets de développement, les églises, les mosquées, puisque ce sont ces deux derniers qui retiennent beaucoup plus l'attention. En fait, chacun y allait de son bon gré d'une certaine façon. Et vous le noteriez dans notre contexte béninois, vous savez, il y a une comment dire, c'est pas une confession religieuse, il y a une église qui, depuis près de 3 ans, il y a une grégaire à l'intérieur jusqu'à ce que ça a fait, même le président de la République a même intervenu d'une certaine façon. Le fond de ce problème, c'est un problème d'ordre purement financier. Et le problème à la base, c'est quoi? C'est-à-dire quoi? Autant les responsables de ces entités, autant que leurs membres, la plupart du temps, lorsqu'il surgissent en fait des difficultés en matière financière, on a souvent du mal à se retrouver parce que généralement, pour le peu d'informations que nous avons eues à propos de cette affaire-là, quand vous notez au niveau des tribunaux par exemple, c'est-à-dire vous noterez que en cas de conflit, il est difficile en fait de dire voilà comment en fait la comptabilité devait être organisée pour pouvoir départager les uns et les autres. L'autre chose, il y a beaucoup d'organisations ou d'associations qui lèvent des fonds, qui font des appels de fonds, même des projets d'une certaine façon. Moi, j'ai eu à accompagner une association dans le cadre de sa formalisation, c'est-à-dire il a fait l'appel de fonds. Il avait bénéficié des fonds d'une organisation internationale et donc pour renouveler, on lui avait demandé en fait de faire un peu, le point financier de ce qu'il avait. Ça a été toute une demandade parce que rien n'avait été prévu, il n'y avait aucune règle de comptabilité et donc lorsque surgit le moment de faire les points, qu'est-ce qu'on fait? On prend, puisqu'il fallait avoir un point certifié, on établit son point, on prend un expert qui vous conseille, qui vous oriente et on accouche de ce qu'on peut accoucher en ce moment-là, ce qui ne reflète pas véritablement en fait forcément le truc. Donc, je pense que le problème doit être au niveau un peu de tous les États parce que vous savez, l'OADA c'est quand même 17 pays. Et donc, si le conseil des ministres a pu adopter l'acte uniforme portant système comptable des entités à but non lucratif, ça veut dire que c'est parti d'un diagnostic. Qu'aujourd'hui, à côté de l'économie capitaliste, se développe beaucoup plus
une économie sociale. C'est-à-dire quoi? Les entités, les associations, les églises, les mosquées. Il y a une forme de, comment dire, de transformation en fait de ces entités-là. Et donc, qui génère, comme les gens l'ont appelé, une économie sociale qui prend de plus en plus de l'ampleur. À partir de ce moment-là, il faut circonscrire, il faut réguler pour parer éventuellement au dérapage éventuel. D'autres noteront partout où il y a gestion, il y a entrée et sortie de fonds, ça doit être donné lieu à traçabilité. L'autre chose importante qu'il faut noter, vous savez que pour les associations, lorsque par exemple vous recevez des fonds ou bien des dons en numéraire au-delà d'un certain œil, vous êtes contraint de faire la déclaration au niveau du CENTIF. C'est-à-dire quoi? C'est ce qu'on appelle l'information financière. La CENTIF, c'est la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, et ainsi de suite. Donc, quelles sont les sources de financement et comment ces financements-là sont-ils redéployés? Donc, il y a nécessité d'avoir cette traçabilité-là pour nous prémunir contre d'éventuels risques. Et c'est pourquoi il faut noter que comptabilité ne veut pas dire fiscalité. C'est deux choses purement, justement, on va revenir là-dessus. deux choses purement différentes. Oui. Mohamed Gamidi, sur cette même question, est-ce une bonne nouvelle? On parle de la transparence est au cœur de tout aujourd'hui. Il est tout à fait légitime que ces corps sociaux-là aussi n'y échappent pas. Évidemment, vous savez, à partir du moment, pour moi c'est quelque chose de logique et de basique. Quand on va, que ce soit des associations, quand je pense globalement associations à but non lucratif, et quand je fais encore un pas un peu plus en avant pour venir au niveau des mosquées ou des églises, quand on donne, on dit par exemple qu'on donne à Dieu, mais en réalité, Dieu ne descend pas, il ne prend pas, il n'empoche pas, et donc ne gère pas, et n'en fait même pratiquement rien. Quand on donne donc, on donne. Et qui empoche? Celui qui est chargé de conduire les gens sur le chemin, je dis le chemin de Dieu, c'est-à-dire le guide, pasteur pour d'aucuns, le curé et certains, l'imam chez les miens, et ainsi de suite, le guide de façon générale. Puisque c'est l'homme qui reçoit, c'est l'homme d'abord qui a donné, même s'il donne à Dieu. Et c'est l'homme qui garde, c'est l'homme qui gère et qui oriente ce qu'on fait de ça et de ça. À partir de ce moment, il va de soi qu'on puisse savoir comment ça entre. Et comment ça sort. L'utilisation qu'on en fait là. Est-ce que c'est fait dans les règles de l'art? Est-ce que réellement là où on dit à quoi c'est destiné, est-ce que ça va réellement là? Et réellement comment on dit qu'on le fait là? À quelle hauteur, à quel montant là? Est-ce que ça se fait exactement comme ça? Donc, moi, je pense que, sans même chercher trop de manière autour de la chose, ça devrait être normal à partir du moment où ce sont des humains qui donnent et qui gèrent. Maintenant, moi, la question en réalité pour moi ne se posait même pas à ce niveau. Et comme on en arriverait là, je voudrais voir. Si on comprend et si on admet que comptabilité ne voudra pas dire fiscalité, que j'attends d'en arriver là. Alors là, le débat en fait, tout simple. En réalité, on est dans un faux débat puisque tout le monde regarde vers là. Exactement, parce que ce qui m'amène en fait à me poser la question, c'est que nous savons tous que, et là je lis pour lire en termes de la tenue de la comptabilité sert à calculer la rentabilité d'une entreprise sur une période donnée, et on parle là de synthèse appelée de compte de résultat. Le compte de résultat en fait synthétise les produits qu'on peut appeler recettes et les frais, les charges. Mais ici, ce n'est pas de produits réellement qu'il s'agit, mais d'une manière ou d'une autre, il y a des recettes, puis il y a des entrées qu'on considère comme... Et il y a des frais, il y a les charges, il y a, par exemple, quand je prends une église, même une association qui a des bureaux, qui a tout ça, il y a des frais. Une mosquée, il faut payer les factures. Et les prêtres, ils ont de salaire. Et ainsi de suite. Donc, à partir de ce moment, il faut qu'on puisse tenir comptabilité pour voir. Ils n'ont pas de salaire, ils ont des frais d'entretien, ils ont des frais de sacerdoce, ils ont des... Non, c'est pas un salaire comme Julio, c'est pas la même chose. Bon, ok, d'accord. Voilà. Quelque chose qui leur permet d'assumer leur charge. Leur fonction. Oui, leur fonction, oui. À partir de ce moment-là, ça veut dire que
vous allez encore dire qu'on va parler de rémunération. Oui, c'est pas une rémunération. D'accord. Donc, de toute façon, c'est pour ce qu'ils font. Et pour qu'ils soient toujours en condition de le faire. Et ça, même si on n'appelle pas salaire, le salaire qu'on gagne là, c'est pour que tu puisses venir t'asseoir et faire le boulot pour celui qui t'a payé. Oui, mais c'est pas la même chose. Hein. Oui, je ne vais pas comparaison n'est pas raison. À partir de ce moment, il est tout à fait normal qu'on veuille dire qu'il y ait une comptabilité autour de la chose. Une décision qui ne devrait pas surprendre, c'est quelque chose de tout à fait normal également. Vous savez, moi j'ai jubilé à l'annonce de cette décision qui, ma foi, tombe à point nommé, parce que cela sonne la fin d'une récréation qui n'a que trop duré. Nous avons pendant longtemps considérer cette réalité avec une banalité qui ne devrait pas être le cas. Vous voyez, dans le contexte actuel où pas mal de pays dans notre zone est en proie au terrorisme et au djihadisme, etc., je crois bien qu'il était opportun d'en arriver là. Quand on n'ira pas à pas, prenons les religions. Vous savez, il y a le risque de financement occulte de la part de structures pas très recommandées vis-à-vis d'un certain nombre de religions. Et là, ces religions-là, parce qu'ils payent des sites, dit-on, seront obligés de devenir des interfaces ou bien des façades pour des recrutements dans le cadre des actions inappropriées. Cela a été fait sous d'autres cieux. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Oui. En dehors de cela, il y a le risque de blanchiment d'argent qui peut arriver. Aujourd'hui, quand on voit un fonctionnaire d'un niveau donné payer, je sais pas, une nouvelle marque de voiture très chère, on peut l'interpeller parce qu'on sait à combien le monsieur est à la fin du mois. Mais quand c'est un responsable d'église, je pense que ça sonne comme... Ça passe comme une lettre à la poste. Personne n'est gêné, personne ne s'offusque parce que on se dit, bon, c'est l'homme d'église. Oui, bon, en même temps, c'est les... Bon, d'accord. C'est ce qu'on voit le moins avec les véhicules de luxe. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous voyez, donc il y a le risque du terrorisme, il y a le fait qu'il faut voir clair dans ce qui se passe, il y a le risque de blanchiment d'argent. En dehors de ça, il y a le fait aussi qu'il faut rendre justice aux fidèles. Vous voyez, certains siphonnent la caisse de certaines religions, de certaines catégories de confection, où les responsables se prélassent dans une opulence qui ne dit pas son nom au moment où la popularisation s'accrue au niveau des fidèles. Donc il y a cet aspect-là également. Et je voudrais dire que je ne pense pas que cela surprenne beaucoup de religions. Vous savez, certains en ont déjà l'habitude. Pas forcément de manière formelle au niveau de l'État. Mais pour ce que je sais, il y en a certaines religions où, à la fin d'un culte ce dimanche, le point de la caisse de la quête recueillie au cours du dimanche précédent est fait aux fidèles. Oui. Vous voyez, certains ont nommé des économes voilà, qui fonctionnent. C'est le moment de rendre compte de cela pour que le fidèle qui cotise, le fidèle qui participe aussi puisse avoir une vue claire. Le débat, c'est, vous avez dit tout à l'heure, pour les prêtres, est-ce que c'est une rémunération ou pas? Est-ce que cette question devrait se poser? Non. Ça veut dire que même le fidèle qui donne la quête, peut-être... Ce sont les traitements. C'est le ce sont les traitements. Est dans le flou, tout comme vous. Ça ne devrait pas se passer dans un pays normal. Et pour ce qui est, on ne leur a pas demandé d'aller ouvrir un compte dans les livres du trésor public, non. On leur demande juste de mettre à jour la comptabilité, qui est une traçabilité. Je crois qu'il n'y a rien de plus normal que ça. Et que vivement le pas de ce qui inquiète beaucoup soit sauté pour que nous allions à l'imposition auprès de ces structures également. Sur notre métier, imposition, tout le monde a vu, vous avez bien fait de séparer les deux choses, comptabilité, fiscalité, mais en même temps, tout le monde voit de ce côté-là. À la date d'aujourd'hui, est-ce que les confessions religieuses, les organisations de la société civile obéissent au même régime de fiscalité que les entreprises normales? La réponse peut aller de soi, mais bon, on devrait avoir les précisions. Il faut dire en termes de principe, en droit béninois et de manière un peu plus globale, que les associations, puisque ces églises, mosquées, sont des associations, loi 1901, ces entités en vérité sont des entités à but non lucratif et donc de ce fait ne sont pas soumises à l'impôt. Donc il n'y a pas d'imposition lorsque en fait le but n'est pas lucratif, donc ce n'est pas une entreprise commerciale d'une certaine façon. Donc ça reste comme ça. Et je pense que ça restera ou demeurera comme ça.
c'est vrai qu'il y a une pratique qui se développe, quelqu'un a dit tantôt, une certaine forme d'activité. Je pense que, comme on dit, dans notre pays, il y a quelques années, à l'avènement du gouvernement de la rupture, la question s'était encore posée par rapport à ce que certaines églises, par exemple, en grand jour mosquée, d'une certaine façon. Bon, moi, par exemple, j'ai des parents qui ont loué, des boutiques auprès de mosquées. De la même façon, les églises, d'une certaine façon. Il y a les écoles conventionnelles, d'une certaine façon. Je pense que dans la pratique, il y a une séparation en fait, de cette gestion-là, d'accord, de l'église ou de la mosquée elle-même. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Si, en fait, vous avez, vous louez, il y a l'impôt sur le revenu locatif qui est recensé, qui est enrôlé, et que vous payez. Donc, c'est déjà pris en compte. Donc, c'est déjà pris en compte d'une certaine façon. Parce que il disait qu'il y a une séparation entre l'église ou la mosquée elle-même et les activités économiques qui pourraient jalonner en fait, cette église. La question était posée de dire à un moment donné, mais les revenus issus de ces activités-là, en fait, les revenus, comme je disais tantôt, ce n'est pas dans l'économie capitaliste, mais c'est dans l'économie, comment dire, c'est dans l'économie sociale. Et donc, par rapport à ça, cela ne devrait pas être imposé. Dans le même temps, d'autres, en considérant la nature de l'activité, font ces activités qui ne paient pas. Moi, j'ai aussi des gens, une fois, qui veulent créer une sorte de microfinance. Ils veulent faire la microfinance. Ils me demandent, je dis, mais sous quelle forme on peut le faire? Je dis, mais vous avez la forme associative, vous avez la forme coopérative, et vous avez la forme société. Et tout de suite, là, ils ont dit, c'est la forme associative qu'ils veulent. Parce qu'on leur a dit que pour la forme associative, là, ça les exempte, en fait, d'un certain nombre d'obligations fiscales. Je disais, mais non. Lorsque vous avez une société de microfinance, la gestion est autre que votre association même, parce qu'on aura fouillé dedans, vous brassez des fonds et que, en fait, les rétributions, en fait, en termes de taxation, vous seront imposées. Mais ici, je pense que de quoi il est question formellement, il est question des entités elles-mêmes. Nonobstant, en fait, les activités sous-jacentes qui peuvent amener à faire tout là. De sorte que ce qui pourrait justifier ça, à partir du moment où, je disais tantôt, qu'il y a des entrées et des sorties, c'est bon pour ces entités elles-mêmes. Parce que, moi-même, je disais tantôt, ces entités tenaient déjà une comptabilité. Il faut le dire, pour la plupart. D'accord? C'est la même chose pour les entreprises. Vous savez, les entreprises doivent tenir une comptabilité. Mais combien en tiennent véritablement? En fait, c'est le problème. Maintenant, à quel moment ça devient une obligation? Ça devient une obligation. Désormais, lorsque vous êtes une église ou une mosquée ou autre, et que vous voulez faire des appels de fonds, peut-être à des partenaires, ceux-là vont vous exiger, en fait, tout là. À un moment donné, si vous n'avez pas fait, lorsque vous avez peut-être des recettes d'un certain nombre de montants dans les structures bancaires, on peut, d'accord, pour l'information financière, d'accord, pour les besoins de l'information financière, vous demander les justificatifs. Des justificatifs ou avoir votre comptabilité si elle est conforme. Maintenant, à l'intérieur même, je pense que ça rend énormément service aux uns et aux autres. En ce sens que ça permet de régler des problèmes d'ordre interne pour lesquels eux-mêmes, en fait, fidèles ou quoi, n'arrivent pas à trouver, en fait, des solutions. Parce que comment ça se passe généralement pour certaines conventions religieuses? C'est beaucoup de personnes qui mettent leur argent ensemble et d'autres personnes viennent après donner. Et à un moment donné, on constate que les premiers responsables, la gestion n'est pas forcément celle que beaucoup d'églises ou de tout là, je n'ai pas appris pour les mosquées, mais pour beaucoup d'églises, beaucoup de confessions, se sont retrouvés devant les tribunaux. Donc, à partir du moment-là, lorsque vous atteignez ce seuil-là, le seul élément qui vous sera imposé ou bien qui sera imposé en fait aux dirigeants pour se dédouaner, c'est d'avoir à présenter une comptabilité qui reflète le modèle de l'OADA. Je pense qu'en fait, les problèmes que nous vivons au Bénin, pour ce que le moins que nous savons, je pense que c'est partagé. Je l'ai dit tantôt, c'est 17 pays. Et en fait, le Conseil des ministres, tout là, ne se lève pas seulement pour signer des actes. En fait, c'est quelque chose qui était en pensée. Je l'ai entendu pour la première fois en 2017. D'accord? Jusqu'à ce que ça puisse voir le jour en décembre dernier lors de la 53e session. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose dont les États fondamentalement avaient besoin. Donc, c'est un instrument maintenant. Qui peut porter cet instrument-là si ce n'est pas une organisation la plus globale qui soit sur le continent et qui a fait ses preuves et qui de cette manière représente en fait même une référence dans le monde qui n'est pas l'OADA qui va faire tout là. Donc, de ce point de vue, je continue de dire, nous avions deux problèmes par rapport à ça. Le premier problème, c'est que les gens aiment beaucoup plus de l'opacité. Dans l'opacité, ce n'est pas très bien et c'est culturel.
C'est culturel, hein, c'est culturel, en sens que même, vous savez, pour le salarié, pour le fonctionnaire, personne n'aime dire combien il gagne. Oui. Donc, c'est culturel. Et la seconde chose, c'est, nous l'avons dit tantôt, cette réticence, cette peur de la taxation, cette peur de l'impôt. Parce que les gens se disent, si on commence ça, en se rendant compte de ce que ces entités brasent, en fait, comme ressources, ça ne va pas donner des idées plus tard au gouvernement. Au niveau de chaque État, là, ce ne serait plus la responsabilité de la loi, ce soit au niveau de chaque État, avec leur politique fiscale. Donc, mais jusque-là, le Bénin, comme je l'ai dit tantôt, le principe, c'est que les organisations à but non lucratif ne sont pas soumises à l'impôt, et ça reste comme ça jusqu'à aujourd'hui. Donc pour les églises elles-mêmes, les mosquées, les ONG, c'est d'abord leur rendre service à elles-mêmes et à toutes les parties prenantes de savoir comment la caisse est générée, même si c'est au nom de Dieu ou d'un service social. Évidemment, au nom de Dieu, mais Dieu ne prend pas l'argent. Dieu ne gère pas, Dieu ne construit pas. Quand on voit la construction des mosquées, la construction des églises, vous en voyez même avec un certain confort et vous vous demandez, bon, écoute, si ce n'est que pour venir adorer Dieu le dimanche, est-ce qu'on en a besoin autant? Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, hein, parce que, écoutez, il y a des mosquées, quand vous allez par exemple, bon, je ne fais pas... C'est pour magnifier la gloire de Dieu. Comparaison n'est pas raison, mais quand vous allez par exemple en Arabie Saoudite... Dieu est abondance et beauté. Absolument, Dieu est confort aussi. Parce que plus tu es dans un minimum de confort, tu ne serais pas pressé de quitter la maison de Dieu et tu pourras lui confier beaucoup de choses. Bon, c'est une chose. Mais en même temps, ça permet d'avoir une certaine transparence dans la gestion de ce qui est commun. Parce qu'à partir du moment où c'est tout le monde qui donne, les fidèles viennent, ils donnent tous, ça devient un truc commun. Et si les fidèles, en l'occurrence, je dirais, ont une certaine traçabilité, une certaine transparence autour de combien, qui et comment on gère, ça donne quoi, ça peut les inciter à comprendre que, bon, effectivement, ce que nous donnons à Dieu, là, c'est effectivement bien géré et bien gardé, et ça peut nous inciter à donner plus, parce que quelque part, l'opacité aussi peut, enfin, je réfléchis peut-être à haute voix, peut dire, bon, on donne, mais en réalité, on ne sait pas là où ça va. De toute façon, ça peut motiver plus, parce que quand vous donnez et que ça rentre, que vous n'avez aucune idée de, bon, de ce que ça devient, même quand on vous dit que l'argent est dans le compte quelque part, mais quand il y a une comptabilité, ça suppose qu'à la fin de l'année, à la fin de l'exercice, on viendra dire, bon, telle année, on a eu tel, on a géré tel, il reste tel, c'est à tel endroit, voilà ce qu'on a pu faire avec, on devrait construire tel, on est amené à tel niveau, et si on fait encore tel effort, ça pourrait donner tel. Et je pense que ça peut amener plus de motiver quand même les fidèles à mieux contribuer à cela. Voilà, on a vu hein, à diverses occasions qu'il y a des entités religieuses qui finissent devant les tribunaux à cause de certaines tribulations. Au final, quand on creuse un peu, ça revient à cette question de gestion. Mais l'autre point également, puisque n'oublions pas les ONG, on a comme l'impression qu'à un certain moment, bon, peut-être plus le cas, que c'est un gros enjeu financier. C'est une filière aussi également, parce que peut-être que la seule bataille que vous avez à faire, c'est d'avoir, disons, le premier financement, le bon projet qui vous permette de vous mettre en orbite. Et donc aujourd'hui, est-ce que ces seuls exercices comptables peuvent aider quelque peu à réfréner les envies et les habitudes néfastes des uns et des autres? Seul, je ne pense pas, mais c'est déjà quand même un grand pas. Il faut le dire. Vous avez soulevé très bien le cas des ONG. Vous savez, il y a beaucoup d'ONG aujourd'hui qui sont régulièrement inscrits administrativement, mais dont le capital, la caisse, les matériels se trouvent dans la poche du responsable, du premier responsable, parce que on s'assure quand on veut créer d'être le premier responsable, sa femme est le deuxième, on place à des postes juste pour que le statut, l'organigramme soit bien potelé, peaufiné autant pour moi, et on va enregistrer. Après cela, tout reste dans la poche du premier responsable. Et ils vont, moi je qualifie ça d'extorsion, ils vont stocker des fonds auprès des bailleurs, des partenaires, en se parant d'un certain nombre de manteaux humanistes pour des activités devant impacter la population, mais après rien ne se fait. Donc quelque part, est-ce que l'imposition de la comptabilité, elle seule va résoudre? Non. Mais quand même, ça va contribuer largement
à améliorer et à assainir ce secteur-là. Pareil également pour les orphelinats et associés. Par le passé, on a dit, des documentaires ont été faits où dans des orphelinats, des actions pas très catholiques se menaient et des fonds étaient détournés. Tout ça là, c'est parce que la gestion était opaque. Aujourd'hui, ça va résoudre cela. Et quand Julio tout à l'heure parlait de culturel, que même le salarié, mais non, le responsable du salarié sait combien le salarié lui coûte. Oui. Le recruteur, ou je ne veux pas dire celui qui engage, il sait à combien lui revient à la fin du mois celui qui l'a engagé. Tel n'est pas le cas au niveau des religions. C'est-à-dire tout se fait. Les fidèles peuvent le savoir. Non, mais les fidèles ne le savent pas. Justement, moi, je suis également d'une confession. Bon, la hiérarchie le sait. On peut supposer que la hiérarchie le sait. Je suis d'une confession religieuse, mais je ne sais pas à combien me revient mes responsables. Vous l'avez demandé? Vous avez demandé à savoir. À qui voulez-vous qu'on le demande? Bon, ça dépend. Au curé ou au pasteur? Ça dépend, justement. Mais quand vous y allez, assurez-vous que demain, les gens parleront mal de vous. Vous seriez trop intellectuel. Bon, c'est pas très catholique quand même d'aller demander combien le berger. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Vous savez, pour donner un petit exemple, la dernière fois, je discutais avec mes élèves où je leur demandais quel était votre métier d'avenir. Il y a un qui me disait, monsieur, j'apprécie bien votre cours parce que ça va me servir pour ce à quoi je me décide. J'ai dit, c'est pas courant d'entendre des élèves parler d'aimer cette discipline. Mais tu veux devenir quoi? Il me dit, homme d'église. Je dis, ah bon? Tu as la passion? Et il dit non, que c'est le seul métier dans lequel on ne chôme pas. Et c'est le seul métier qui paye bien. Vous voyez un peu l'appréhension que les jeunes ont vis-à-vis de cela. Quand aujourd'hui on va sonner le glas, quand on va assainir ce milieu, ça pourra peut-être faire école auprès de ces jeunes-là qui sauront que non, mais là-bas, ce n'est pas le laisser aller. Là-bas, on ne s'enrichit pas. Il faut avoir une vraie vocation. Il faut avoir une vraie vocation. Et quand vous y allez, sous d'autres cieux, mais excusez-moi, il y a des responsables religieux, il y a des prêtres mais, qui sont dans la modestie. Sous d'autres cieux, ça se passe. Et qui sont des citoyens lambda comme beaucoup. Mais ici, l'idée qu'on a des responsables religieux, c'est que quand vous êtes à la tête d'une religion, c'est que c'est la belle vie. Oui, et tout cela parce qu'il y a une opacité, tout simplement. Donc ça tombe à bien nommer. Et vivement, moi, j'aurais souhaité, il y a des rentes. Bon, on ne va pas mettre eux tous dans le même panier. Non, on ne va pas mettre eux tous dans le même panier. J'ai dit tout à l'heure. C'est des exceptions. C'est des exceptions. J'ai dit tout à l'heure que d'autres ont déjà l'habitude en interne. Quand on fait le point de la quête du dimanche précédent, au cours du dimanche qui a suivi, c'est une sorte de fluidité, de rationalité dans la gestion. On nomme des économes, etc. Donc, il y en a qui sont déjà dans l'habitude. Mais les quelques-uns ou les quelques-unes que nous voyons qui pillulent un peu partout et qui n'ont rien de cela, parce qu'il y en a de tout petits, vous les voyez à peine à 10, mais demain vous voyez le responsable dans une belle caisse. Bon, moi je me pose des questions parce que je me dis c'est profiter de la naïveté des uns et des autres qui ne comprennent pas forcément de quoi cela retourne. Et j'aurais voulu qu'on aille bien au-delà. Oui, ceux qui louent des ateliers payent. En interne, il y en a qui ont des salles de fête. En interne, sur les paroisses, il y en a qui ont des salles de fête qui louent. Est-ce que sur ces salles de fête-là aussi, il y a des impositions? On peut aller bien au-delà. Du moment où il y a de la rentrée, il faut forcément qu'on déclare et qu'on puisse quand même contribuer à notre bien commun qu'est l'État. Dieu même l'a dit dans la Bible. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà. Julio Tometi, sur cette question de la fiscalité, c'est un terrain assez glissant parce qu'il y a l'imaginaire collectif, mais quand bien même la loi contingente quelque peu ce que les cas que vous avez évoqués tout à l'heure, les écoles confessionnelles, les investissements dans l'immobilier, et ainsi de suite. Bon, il y a dans certaines écuries religieuses où la prière, une prière, on va dire, une prière personnalisée pour une personnalité comme vous. C'est monétisé. Monétisé. Alors comment la loi arrive à capter ce point? C'est pas. Ça rentre dans quelle case? Comme on parle de comptabilité, ça rentre dans quel registre? C'est comme si vous étiez dans ma tête. Je me posais la question de savoir en matière de comptabilité, au-delà des questions de quête là. Oui. Lorsque je vais peut-être voir le prêtre à la maison ou le pasteur chez lui et que je lui fais une enveloppe, est-ce que ça va participer de la comptabilité de l'église? Non, mais la question serait de savoir, est-ce un don à l'église ou bien est-ce un don au pasteur ou au prêtre? À quel moment il faudra que le pasteur le déclare. Il faudra faire la part des choses d'une certaine façon. Ou bien, vous savez, il y en a qui font
des dons qui eux-mêmes ne veulent pas se faire connaître. D'accord, ils appellent le pasteur, je veux donner 500 000 à l'église dans le cadre de telle chose. Comment on arrive à répertorier ça véritablement, comment on arrive à faire la part des choses de ce qui va vers le pasteur, de ce qui est destiné véritablement à l'église. Je pense que c'est un chantier qui va interpeller les uns et les autres désormais sur comment faire régulièrement. Ce n'est pas que, comment dire, on va commencer par pourchasser les gens à partir du 1er janvier, mais c'est que ça va rentrer un peu dans les habitudes. Et ce qui est prévu même, vous savez, on ne fait jamais ces choses-là, en fait, sans des préalables. Je pense que ça a commencé pour certaines associations. On commençait même pas à se mettre à jour, c'est-à-dire en s'intéressant, d'accord, à l'acte uniforme adopté, en recourant les services de ceux qui s'y connaissent pour s'approprier véritablement la matière, donc pour qu'il y ait une diffusion en fait de trucs là, parce que en fait c'est également en fait du boulot pour les gens du domaine. Donc ça va forcément faire titiller en fait les gens au niveau des églises. Maintenant, ce qui est difficile, il y a des églises personnalisées. Il y a des églises de regroupement, c'est-à-dire ils sont plusieurs, il y a une organisation, il y a un organisateur, mais il y a des églises où c'est l'intéressé qui a sa maison, qui transforme ça en église, qui est le responsable, qui est le pasteur, que tout le monde venait d'une certaine façon, autant à la maison qu'à l'église. Comment véritablement on arrivera à sortir du jeu. Je le disais tantôt, c'est véritablement, puisqu'il sera demander ou exiger assez comme pour les entreprises d'avoir forcément un compte bancaire. Je pense que sur ça, beaucoup de choses pourront se jouer parce que ça va faire le lien entre l'Église et en fait l'institution étatique qui va permettre de réguler un tant soit peu ces aspects-là. Et je continue de penser que ces organisations, quelles que soient les dérives qu'on aurait constatées, ça m'a moi-même peiné au départ. En fait, quand on parle de comment parler, vous le disiez tantôt, pour aller demander des comptes, parler de l'argent dans la maison de Dieu. Ça peut choquer d'une certaine façon. Mais ça devient une réalité. Oui. Ça devient une réalité que au sein des confessions religieuses, des églises, des associations, il y a fortement une économie qui se développe et les pouvoirs publics doivent aussi intéresser pour parler au plus près. Je me dis, ce n'est que dans le sens d'un certain assainissement ou d'une certaine clarté que l'on a dû prendre en fait ces décisions. Parce qu'on ne sait jamais ce que ça va donner demain. Comme nous disait tantôt ici, c'est une filière aussi, en fait, cette affaire-là, c'est une filière. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut vite agir pour limiter les pulsions et les passions par rapport à ces questions-là, pour que ça n'enchaîne pas aux choses, surtout que nous sommes dans un contexte d'insécurité, on ne sait jamais d'où peut venir le mal. Oui, je dois toujours préciser que ceux qui peuvent, quand on parle de dérive, ce n'est que, on va dire, ce n'est que des exceptions pour la grande majorité. Pour ne pas jeter l'opprobre sur ces confessions religieuses, la grande majorité, on peut penser quand même que les choses se passent plutôt bien dans la transparence. C'est le moment alors d'exporter ce qui se passe bien en interne, pour que tout le monde puisse partager cela. Pas nous précisément, mais que l'État puisse savoir ce qui se passe là et avoir le cœur tranquille. En tout cas, puisque votre berger, je ne sais pas si vous êtes dans une église catholique ou une église ou un pasteur, je ne vais pas une église évangélique, je ne sais pas, je ne vais pas vous le demander, c'est votre vie privée. Naturellement. Mais on attend que vous veniez nous dire seulement combien votre berger gagne. Vivement que l'information peut pas. Oui, demandez-lui. Partager cela avec vous. Demandez à la hiérarchie. Jusqu'à ce qu'on vienne signaler un problème, c'est qu'il n'y en a pas. Donc, tant que le problème n'est pas signalé quelque part, c'est que ça suppose que ça se passe plus ou moins bien là-bas et qu'entre eux, ils arrivent à s'entendre ou se concéder les choses pour qu'ils puissent toujours avancer sur le chemin de Dieu. Non, pas forcément, surtout quand il s'agit de l'Église, on a tendance, excusez-moi, mais à sacraliser un peu la personne de ceux qui sont en avant, même quand ça ne va pas, ce n'est pas moi qui vais le dire. Il y a cette crainte-là, c'est pas moi qui vais le dire. On ne s'attaque pas à Dieu. On ne s'attaque pas à Dieu, et après il peut y avoir des répercussions d'ordre mystique ou spirituel. Et évidemment, je l'ai déjà dit, bon, c'est pour ça même que c'est nécessaire d'avoir cette comptabilité pour avoir beaucoup plus de clarté. Et là, tout le monde pourrait savoir comment les choses se passent au mieux, quoi. Ça protège tout le monde. Ça protège tout le monde. Voilà ce qu'on pourrait dire sur cette question. On va évoluer avec
avec vous en parlant de ce cas dont on a eu vent hier, la situation quelque peu confuse à la CBDH. Déjà, à propos de cette nouvelle, qu'en avez-vous pensé réellement de cette situation dont on connaît que quelques briefs? On sait que voilà, une assemblée générale a été organisée pour débarquer quelque peu le président de cette organisation, le décharger de toute charge. Il y a une réponse du président Kapochichi qui a fait savoir que d'abord la tenue de cette assemblée générale était illégale avec une décision de justice à l'appui et que toute tenue d'assemblée générale devait être assujettie à un recours de la Cour constitutionnelle qui devait être vidée avant. Voilà là où on en est aujourd'hui. Vous voyez, moi, cette situation, bon, encore confuse, vous l'avez rappelé, discrédite et pas seulement un peu cette structure ou cette commission, dans la mesure où on ne devrait pas en arriver là. Ils sont chargés quand même de veiller au grain. On a été, bon, les indiscrets ont dit que dans les passations des marchés, des choses opaques se sont déroulées. Et moi, je me dis, c'est une humiliation de cette structure. Et est-ce qu'on ne devrait pas à un moment donné revoir les textes qui régissent un peu cela? Parce que quand déjà, jusqu'à présent, je crois bien qu'il y a le principe de présomption d'innocence qui prévaut. C'est possible, toujours que ce soit des guéguerres personnels qui nous aient conduit à cela. Je me dis, c'est peut-être le moment de revoir les textes qui régissent afin que des particuliers, compte tenu d'un certain nombre de divergences de points de vue personnels, ne prennent pas en otage, parce que moi j'estime que c'est prendre en otage une structure. Ne jette pas de l'opprobre sur une structure de cette envergure-là. Quand on sait même qu'en amont, beaucoup de choses ont été dites en la matière sur la mise en place de cela, parce qu'on a estimé que bon, ils étaient. Quelque part, il faudrait que le pouvoir exécutif prenne la main. Moi je me dis, prenne la main s'il faut nommer. Pourquoi ne pas nommer? Et là, on saura que c'est dit que seul l'exécutif pourra demander des comptes, diligenter peut-être des audits et en cela prendre des décisions qui s'imposent, orienter les gens vers les juridictions compétentes pour qu'ils répondent de cela. Que c'est parti encore pour une spirale de contestation devant des juridictions et ça ne nous honore pas. On perd du temps au lieu d'aller à l'essentiel. Julio Tomenti, peut-être qu'on ne le perçoit pas encore, mais cette nouvelle, quelle qu'en soit l'issue, vient quelque peu ennihiler toute l'aura dont cette institution s'est drapée ces derniers mois. Il le rappelait, on sait que cette quête était vieille d'une installation, d'une organisation du genre. Elle a eu des combats menés, on se rappelle de ce rapport devant l'Assemblée nationale qui a été détonnant, qui a suscité quelque peu le courroux de l'exécutif. On a eu cette accréditation que la CBDH a pu décrocher à Genève, si j'ai bonne mémoire. Oui, effectivement. Et là, tout d'un coup, encore une fois, quelle qu'en soit l'issue, parce qu'à la date d'aujourd'hui, on ne sait pas qui a forcément raison, mais au-delà de ça, ça détonne. Oui, on ne peut que se sentir gêné et peiné en apprenant ça, tant les objectifs, sinon les chantiers de la Commission béninoise des droits de l'homme restent immenses de toute façon. Et donc, quand vous avez tout cela à faire et que une organisation, pour moi, il y a cette sorte de prestige, en fait, au niveau de cette localité. Tu m'en gagnes. Donc, quand ça arrive comme ça, et ça doit peiner. L'autre chose, c'est quand vous voyez la composition. J'ai dit, mais ceux qui ont fait la loi, bon, ont très bien réfléchi d'une certaine façon. Ont très bien réfléchi dans le sens que, vous voyez, il y a un représentant des magistrats. Absolument. Pardon, représentant de l'ordre des avocats, représentant des centrales syndicales, représentant des médecins, représentant des organisations de la société civile, représentant des organisations civiles intervenant sur les questions des femmes, représentant des organisations intervenant sur la question des enfants, deux membres de l'Assemblée nationale. Lorsque vous voyez tout ça, vous dites, en fait, c'est ceux qui, quand ils sont au dehors, ils prennent du recul, ceux qui peuvent mieux orienter, mieux éclairer, en fait, les politiques publiques ou bien les pouvoirs publics. S'il doit y avoir peut-être des critiques ou bien des gens qui peuvent dire
à ceux à qui nous avons copié la gouvernance, que telle chose ne va pas, ce sont ces personnes-là. Pourquoi moi j'ai dit, c'est tellement salutaire on a enlevé cela en fait du giron de l'exécutif pour que ça soit véritablement une commission autonome, indépendante. C'est pourquoi je ne peux jamais être d'accord que l'exécutif soit nommé qui que ce soit. Et ils ont, je le disais, pour ajouter peut-être à la gravité de la situation, ils ont difficilement, disons, gagné leur notoriété. Ce fameux rapport a quelque peu gravé dans le marbre l'indépendance qui devait être la leur. Et en fait, je me dis que est-ce que la Commission béninoise des droits de l'homme n'est pas ne s'est pas piégé en fait l'attelage en fait des tests. Parce que ce qui est, c'est que, et qu'on ne voit pas dans les autres organisations d'une certaine façon, c'est-à-dire quand vous êtes membre nommé à un poste, on peut vous décharger du poste. D'accord? Vous êtes président, vous êtes rapporteur, vos compères peuvent vous décharger. Mais ici, vos compères peuvent vous décharger même du titre de membre de la commission. Justement, c'est là où je disais qu'il faut forcément revoir. Bon, vous savez, c'est pourquoi on dit généralement les faits précèdent les tests, donc ce n'est qu'à l'œuvre. En réalité, on peut vous exclure. On peut vous exclure en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Oui, on peut vous exclure. Ce n'est pas Clément Kakochichi, ce n'est pas qu'on l'a fait tout là, déchu en tant que président. On l'a déchu en tant que commissaire, donc membre de la commission. Et donc, quand vous êtes déchu en tant que membre de la commission, vous ne pouvez pas être président. Qui l'ont prévu, vous ne pouvez plus être président. Il est même, c'est pas qu'il n'est pas plus président, il n'est même plus membre. Si c'est intériné, si les choses restent en l'état, il ne peut plus être membre. Parce qu'on dit à partir du moment où, je pense que c'est 2 tiers ou bien 3 quarts des membres des commissaires vous enlèvent leur confiance, ils se voient en assemblée générale et ils peuvent vous dégommer pour des actes dont on a cité. Et encore une fois, on est dans les suppositions. Voilà, et de ce que nous avons lu, ils étaient 10 d'accord à se réunir et 8 aurait voté pour la déchéance du président. Et donc, le reste suivra. Mais ce qu'il faut noter, c'est que si vous rentrez dans le fond, il doit avoir de l'argent. Je me demande, est-ce que c'est un mal ou bien c'est un bien, est-ce que c'est une vertu ou bien tout là. Ça peut être une vertu. C'est-à-dire, je t'ai perdu, mais ça peut être une vertu. Ça peut être une vertu par rapport à la notoriété que l'on ne confie pas, en fait, une telle commission à quelqu'un qui en fasse ce qu'il veut d'une certaine façon. Et donc, demain, ça donnera leçon à toute personne. On ne sait pas quelle sera l'issue, mais ça peut être une bonne chose que les commissaires détiennent ce pouvoir, cette force-là, d'agir lorsqu'il y a des manquements avérés et que, jusqu'à un certain seuil, ils soient d'accord ensemble de ce qu'il y ait manquement, parce qu'il faut travailler à garder la noblesse, en fait, d'une telle institution pour que les velléités d'un individu ne viennent pas l'entacher. Donc, je me dis, on est peiné, mais c'est peut-être comme ça que ça doit être pour que la noblesse au niveau de cette commission y soit et pour que désormais les gens soient attentifs d'abord par rapport à la désignation des commissaires et ce que vous mettez à telle ou telle position. Voilà, il est important de rappeler encore une fois que cette question n'est pas tranchée. On est qu'au début d'un processus, donc il n'est pas pour nous matière à jeter de l'opprobre sur le président Clément Kakochichi qui a donné sa version des faits. Donc on va attendre, c'est important de le préciser, on va attendre que ceux qui doivent dire le droit en cette matière le disent. Mais de fait, il y a une situation qu'on ne peut pas nier, ça c'est clair, et c'est ça de nature, c'est de nature quand même à jeter l'opprobre sur cette institution. Évidemment, à côté du fait que l'on déplore ce qui arrive là, et même avant ça, ce que moi je remarque, c'est tout ce qu'on a dit, bien sûr en maintenant le principe de la présomption d'innocence. Mais quand je prends ça, globalement, ce qui se résume à ce que nos amis de l'autre côté appelaient gestion opaque, des choses comme ça, ça me rappelle un truc qu'on a connu récemment, c'est-à-dire qu'au début, entre 2016 et 2017, quand chaque jour on dégommait les maires des conseils communaux pour gestion de... C'est-à-dire que le truc c'était devenu comme une pathologie et c'est-à-dire que chaque mois, tel conseil communal se réunit, tel nombre de conseillers et après on dit bon, c'est pas valide. Donc,
quand je reviens maintenant au fait, on a parlé tout à l'heure, la façon dont on a désigné les commissaires, et qu'on se rend compte que même là-bas, ça pourrait arriver, je dis pourrait parce que ce n'est pas établi, alors là, on se demande de quelle manière il faut faire la chose pour vraiment éviter que ce qui est en train d'arriver là. Au cas où... Bon, après, à la limite, c'est une affaire d'hommes. Hein, ce ne sont que des hommes. Évidemment, c'est le salut. C'est là où... D'où viendra le salut? C'est là où, en fait... Il faudra trouver le juste milieu. C'est là où je me dis, est-ce que... C'est là, en fait, ma question. Est-ce que le juste milieu dont on parle là existe? Moi, une chose qui me fait plaisir dans ça, c'est que dans la façon même dont le truc fonctionne, si les gens... Si l'Assemblée a la possibilité de se réunir, et c'est ça qui est très important pour moi, ce n'est même pas la qualité du président ici qui pose problème, qui pose des problèmes, c'est-à-dire qu'on lui retire même sa qualité de commissaire, de membre. Je pense que c'est quelque chose d'un peu, je vais dire, à la limite, bon, on ne peut pas comparer ça aux autres cas. Ce qui fait que, en attendant de voir l'issue, parce que ça peut prendre tout le temps que ça prendra, c'est ça aussi la chose. Oui, peut-être c'est la conséquence la plus dramatique de l'histoire, c'est que pour le moment, l'institution est bloquée. C'est là où j'allais en venir. Comment l'institution va fonctionner? Là, on a, bon, quand il y a deux ordres, il y a des ordres. Parce que eux, ils ont choisi, celle qui était vice-présidente pour être président. Or, en l'état, c'est que ça ne peut pas fonctionner. Il y a un président. Oui, il y a une décision de justice. Une décision de justice qui le connaît notre président, qui le mettait, en tout cas, qui jusqu'à là. Donc on ne connaît pas le contenu. Qui ne permet quand même pas ce que les autres puissent désigner en l'état quelqu'un d'autre pour substituer à celui-là. Ça non plus, on ne le sait pas. Donc, on ne connaît pas le contenu. Oui, si je m'en fie à ce que le cas Otichi est en train de dire. Donc, le problème que moi je veux soulever, c'est que là, il y a blocage. Il y a blocage et la commission ne peut pas fonctionner. La commission ne peut pas faire ne peut plus jouer son rôle. À partir de ce moment, il y a un problème dans la République. Comment on fait? Il faut bien qu'on puisse trouver solution à un niveau donné pour... C'est là, en fait, moi, mon problème. Maintenant que c'est comme ça, là, comment on fait? Si la commission ne peut pas fonctionner, ça veut dire que l'utilité que les Béninois peuvent en tirer poser problème. Ils ne pourront pas en tirer cette utilité jusqu'à ce que le problème soit réglé. Maintenant, c'est une question. Je ne sais pas s'il y a une procédure particulière pour vider ces cas-là. Autrement, on sera obligé d'attendre jusqu'à ce que la décision de justice vienne. Et c'est dommage. C'est un camouflet, on va dire, pour, même si il n'est pas de notre rôle de noircir le trait, un camouflet pour, en fait, je vais dire, le peuple des droits de l'homme, en tout cas toutes ces associations, tous ceux qui défendent, parce que là, on était en droit d'attendre un peu plus d'exemplarité, puisqu'on griffe, quand bien même la société civile fait son travail, parfois on a l'impression quand même qu'il donne des leçons de gestion, de ci, de ça, à l'exécutif, aux autres corps. Vous m'excusez, Oui. Ce que vous dites là, oui. Comment on appelle ça, commission béninoise, les droits de l'homme, Oui. ce dont il est question ici, ce n'est pas les droits de l'homme. Non, mais Oui, justement, mais ça détache, leurs attributions vont un peu au-delà des droits de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, l'exemplarité tout qui est doit... droit de l'homme. Comme le dirait tout est droit de l'homme. Oui, l'exemplarité, la gestion orthodoxe ou pas, fait partie des droits de l'homme. Ah oui, il y a des associations Tout est droit de l'homme aujourd'hui. qui ont fait des plaidoyers pour ça. Soulevez-moi une seule question qu'on ne pourra pas rattacher ou lier à un droit humain. Tout est droit de l'homme. Malheureusement, oui. Donc, on est en droit d'attendre une forme d'exemplarité qui ne dit pas son nom. Et c'est bel et bien un camouflet. Moi, ça m'amène à faire... C'est des hommes, on n'en disconvient pas. C'est des hommes, nous n'en disconvenons pas. un débat. C'est des hommes. C'est des hommes, nous n'en Et quand je disconvenons prends pas. même l'institution, Commission béninoise des droits de l'homme, tout ce que ça peut susciter, tout ce que ça peut donner comme émotion et tout ce qu'on peut attendre d'eux, il reste néanmoins des humains, des hommes. Et donc, sont tout aussi faillibles que toute autre personne. Mais si on les a désignés, si on les a choisis, je crois bien c'est après des enquêtes de moralité. C'est parce qu'on sent en eux une forme de... Seulement que une personne n'a jamais intégrité. vu leur pédigré pour choisir qui doivent c'est être... des personnalités connues. Ce qui moi, mes cœurs, excusez-moi un peu, c'est le fait que l'institution, je l'ai dit, soit bloquée. Si, tant est que nous avons pensé des tests qui puissent permettre une autonomie, une certaine indépendance de cette commission-là vis-à-vis de l'exécutif, et que nous en arrivons là, ça veut dire qu'en réalité, autant sauter ce verrou. Puisque si c'était
je ne vais pas dire sous le joug de l'exécutif, mais si entre griffes, cela était plus ou moins sous l'autorité de l'exécutif, quelque part, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Parce que, actuellement, c'est le flot. C'est la confusion. On ne sait pas si ces faits-là sont avérés ou non. Et si, d'aventure, cela n'était pas avéré, et que nous avions assisté à ces genres de situations, quelque part, ça pose des questions. Et on a un droit de se demander si, en l'état, l'avenir n'est pas sombre. C'est ce qui m'amène, moi, à dire qu'il faut qu'on trouve la façon dont on va vite déclencher et résoudre. Mais nous savons un peu ce qui se passe quand une affaire est pendante devant la justice. Mais c'est des rebondissements et puis c'est la lenteur. Nous ne sommes pas prêts de sortir de cette guéguerre juridique. Non, on l'a vu par le passé quand des partis politiques, excusez-moi, s'étaient engagés dans des bras de fer de factions. Mais on a vu combien de temps tout cela a pris. Ce sera pratiquement, j'ai pas une boule de cristal pour voir plus loin, mais ce sera pratiquement la même chose. Ce sera à couteau tiré. Pour finir. Je veux d'abord comprendre quelque chose ou peut-être rectifier. Et j'ai souvent mal quand Pajudor revient sur ça. Pourquoi ne pas le joug de l'exécutif. Non, il vaut mieux en tenant compte de la position, mais des objectifs en fait de la commission, il vaut mieux peut-être le dissoudre que de remettre ça sur. On peut trouver la panacée. On peut trouver la manière. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi on l'a même conçu. On l'a même conçu en estipant tout membre de l'exécutif. On l'a conçu en dotant la commission elle-même d'une certaine autonomie. Je disais tantôt, on peut dégommer, vous savez, on peut dégommer même quelqu'un lorsqu'on se rend compte, d'accord, que les conditions de sa désignation n'ont pas respecté les règles de l'art. C'est-à-dire quoi, les gens se réunissent, on s'analyse chacun les conditions de notre désignation. Donc, on peut vous dégommer parce que vous auriez été mal désigné. Cela veut dire quoi? Ceux qui désignent en fait dans les différentes organisations ou corporations prendront donc à ce moment-là toute la mesure nécessaire pour que ne se retrouve pas là n'importe qui ou ceux qui ne reflètent pas l'aspiration de leur corporation. Donc c'est une manière comment dire, de créer le mur autour pour que véritablement la commission fonctionne en toute autonomie. Donc moi, juste pour finir, il y a le feu en interne. Ici, comment on fait? Il s'agit d'une commission aussi importante comme nous sommes en train de le dire. Je pense que la question sera très vite vidée, d'accord, par les instances habilitées pour que l'ordre revienne, pour que véritablement on ne souffre pas, les populations ne souffrent pas de l'absence en fait de fonctionnement de cette commission. Ce n'est que ce qui reste à espérer. À souhaiter, Et l'autre chose, il faut le noter, ce n'est pas aussi grave que ça. Ça arrive dans la vie de toute organisation, que l'on connaisse en fait ces moments-là. Ça permet même davantage de mieux armer l'organisation pour que ça fonctionne davantage, mieux davantage dans le futur. Voilà, on va suivre très précisément l'évolution de cette affaire, mais je le rappelle avant de conclure qu'en aucun cas il n'a été question pour nous de prendre parti. Il y a toujours la présomption d'innocence du principal indexé, le président, qui est un droit de l'homme. Qui est un droit de l'homme, voilà. Donc on est pleinement dans la matière et on verra bien que ce qui adviendra de cette histoire. Merci Julio Tometti, juriste, analyste politique et gérant du cabinet juriste et associé, Pachedor Gossou, philosophe politique et enseignant de philosophie. Merci. Liamidi Mohamed, analyste politique et expert en communication digitale et éditoriale. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour d'autres développements, mais en attendant, vous pouvez évidemment revivre nos échanges via notre compte YouTube Télé Bénin, notre page Facebook Télé en direct, notre compte X Télé Live, notre site internet Télé Bénin, bien évidemment. Continuez par nous suivre via notre application du même nom. À demain.